Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. On est réunis aujourd'hui pour la présentation de la réédition du livre de Françoise Thébault, Quand nos grands-mères donnaient la vie, la maternité en France dans l'entre-deux-guerres. Donc ça c'est l'édition originale dont il ne reste plus beaucoup d'exemplaires. Et ça c'est l'édition republiée donc cette année, en 2024. Donc pour vous donner en 2025, excusez-moi, je me mélange un peu les pinceaux sur les années. Pour présenter Françoise Thébault en quelques mots, elle me corrigera si j'oublie des choses fondamentales. Donc, Françoise Thébault, vous êtes professeure émérite d'histoire, spécialiste de l'histoire des femmes. Vous avez enseigné à l'Université Lyon 2 et à l'Université d'Avignon. Vous avez activement participé durant toute votre carrière au développement et à la reconnaissance des travaux de recherche sur l'histoire des femmes, à travers de nombreuses publications et bien sûr vos activités éditoriales, notamment la création de la revue Clio, en 1995. Et donc, Quand nos grands-mères est votre premier ouvrage, publié en 1986, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'aboutissement d'une longue recherche, d'une longue enquête sur laquelle on va revenir. Et on va revenir, bien sûr, en compagnie de Lou Herman, qui nous fait le plaisir toujours aussi sincère de ces dessins, sur lesquels on rebondira tout au long de nos échanges. Et donc, pour ouvrir la discussion, pour ouvrir nos échanges, on peut revenir pour commencer, sur le contexte politique, social de l'époque, lorsque le livre est publié pour la première fois en 1986 aux presses universitaires de Lyon. On est dans un moment où le droit des femmes à disposer de leur corps, comme elles l'entendent, est au cœur des mobilisations de ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième vague féministe. Et l'histoire des femmes commence tout doucement à s'affirmer dans le monde académique. Quel rôle joue ce contexte dans le projet de l'ouvrage et dans votre recherche à l'époque ? D'abord, merci aux presses universitaires de Lyon d'avoir permis cette réédition. C'est une grande aventure de rééditer un texte 40 ans plus tard. C'est extrêmement curieux et intéressant également. Donc merci à Guillaume de l'avoir lu, de m'avoir posé des questions. Merci à Lou de réagir par le dessin et merci à vous d'être présent. Donc, pour répondre à Guillaume, je vais d'abord préciser la chronologie. Effectivement, la première édition, c'est 86. C'est un ouvrage issu d'une thèse beaucoup plus longue, soutenue en janvier 82, et pour lesquelles les recherches ont commencé dans la deuxième moitié des années 70. Donc le contexte à préciser, c'est le contexte des années 1970. Comme l'ont souligné les grands historiens, et j'aime beaucoup citer cette phrase, comme Marc Bloch par exemple, l'histoire s'écrit toujours au présent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi qu'on utilise souvent le présent historique, on n'écrit pas au passé, on écrit au présent, mais ça veut surtout dire que l'historien ou l'historienne pose au passé les questions que lui suggère sur le contexte dans lequel il ou elle vit. Je vais donc rappeler rapidement ce contexte à la fois politique et historiographique. Donc politique, les années 70 sont des années de contestation des pouvoirs et des hiérarchies. Je lisais déjà Le Monde à l'époque et il y avait une rubrique qui s'appelait Agitation sociale dans Le Monde, je crois jusqu'en 1972. Ce sont des années de forte mobilisation sociale et politique. Le nouveau féminisme qu'a cité Guillaume, celui de la deuxième vague ou du mouvement de libération des femmes, dénonce les rôles assignés à chaque sexe et fondé sur une prétendue nature. Contre un destin maternel, ce féminisme revendique le droit des femmes de disposer de leur corps, et donc un accès facilité à la contraception et une libéralisation de l'avortement. Et vous le savez, cela n'a été obtenu qu'après une longue et dure mobilisation par la loi Veil, promulguée en janvier 1975. J'aime bien citer une affiche célèbre de l'époque, première moitié des années 70, qui montre une femme enceinte allongée par terre avec son gros ventre. Et sur son gros ventre, il y a 3 personnages masculins, le prêtre, le médecin, le juge. Et le mot d'ordre dit « Ils ne décideront plus pour nous-mêmes ». Notre corps nous-mêmes, c'est le grand combat des années 70. Parallèlement, et c'est aussi un questionnement qui a suscité ma recherche, les militantes féministes de l'époque contestent le pouvoir médical, l'emprise des médecins sur le corps des femmes. Il y a des expériences d'auto-soins qui nous viennent notamment des États-Unis. Ces militantes ont aussi apporté leur soutien aux révoltes de celles qu'on appelait encore les filles-mères,
combat de ces filles mères contre des règlements rigides, des maisons maternelles qui les hébergeaient enceintes, parce qu'elles étaient souvent mises à la porte de leur famille, elles ne pouvaient pas suivre leur scolarité dans un établissement scolaire. Donc ça, c'est le contexte politique. Contexte universitaire et historiographique. Bon, je suis une baby-boomeuse, née en 1952. Je considère que j'ai bénéficié de la démocratisation de l'enseignement secondaire et supérieur, des décennies d'après-guerre, même si en 1969, année où je suis bachelière, il n'y a encore que 20% d'une génération qui obtient ce diplôme. Donc je suis étudiante en histoire à Paris, j'habitais le nord de la France. Dans ces années de bouillonnement, où, élève de l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, je choisis, contre la tradition de cette école, de m'inscrire en licence à l'université qui s'appelle Paris 7 Jussieu, université à la réputation novatrice, scission de la Sorbonne, après les événements de 68. Donc, dans cette université Paris 7, je rencontre Michel Perrault, je ne pense pas que ce soit nécessaire de la présenter, Michel Perrault qui, sensible, je la cite, à l'ère du temps. L'ère du temps, c'est le titre de son essai d'égo-histoire qu'elle a publié dans l'ouvrage collectif dirigé par Pierre Nora, je crois que c'est en 1986. Donc sensible à l'ère du temps, elle ouvre un premier cours d'histoire des femmes à la rentrée 1973. Et ce cours s'intitule, et c'est une vraie question, les femmes ont-elles une histoire ? Point d'interrogation, car à l'époque, l'enseignement de l'histoire, enfin l'histoire écrite et enseignée, c'est un récit essentiellement au masculin. La même année, elle lance les premières étudiantes de maîtrise sur ce nouvel objet-sujet d'histoire. Et donc je fais partie de ces étudiantes, les premières étudiantes de la rentrée 73, lancées sur des recherches en histoire des femmes. Nous sommes en quelque sorte la génération pionnière de l'histoire des femmes, avec celles bien moins nombreuses, formées des universitaires en place, qui ont encadré ces premiers travaux et les suivants. Parmi les universitaires en place qui vont permettre ce développement de l'histoire des femmes, j'en citerai deux, ce sont les deux principales. Michel Perrault, donc, qui enseigne à l'université Paris 7, c'est le pôle parisien, et Yvonne Knibiller, qui enseigne à l'université de Provence et qui travaillera beaucoup sur la maternité, les assistantes sociales, les infirmières notamment. Ces universitaires permettent dans les années 70 et 80 une véritable accumulation de travaux en histoire des femmes, des maîtrises, des thèses. Elles organisent aussi des séminaires et des colloques qui engagent déjà une réflexion importante sur comment écrire l'histoire des femmes. Alors, un petit chiffre quand même qui montre le courage de ces femmes. Michel Perrault a dirigé 56 thèses en histoire des femmes, 105 avec celle qu'elle a dirigée aussi sur le monde ouvrier et le système pénitentiaire. Ce sont des chiffres qui nous paraissent aujourd'hui démesurés. Donc elle le dit aujourd'hui, pendant mes années d'enseignement, j'avais très peu le temps d'écrire, puisque je lançais de nouveaux champs de recherche. Donc je suis cette étudiante de 1973. Pour moi, ce fut une maîtrise sur les munitionnettes de la Première Guerre mondiale, donc les ouvrières de guerre de la Première Guerre mondiale, puis la thèse sur la maternité dans l'entre-deux-guerres, donc toujours sous la direction de Michel Perrault. Ce thème de la maternité me semble typique de ce que j'ai appelé plus tard l'histoire au féminin. Bon, les Anglais, mais je prononce mal l'anglais, ont un jeu de mots très intéressant. Ils disent on ne fait pas de la history, mais de la her story. Nous, on ne peut pas dire ça, donc on dit histoire au masculin, histoire au féminin. Se demander où étaient les femmes du passé, ce qu'elles faisaient, quelles étaient leurs conditions juridiques ou matérielles, c'était déjà les questions de Virginia Woolf dans son essai de 1929, Une chambre à soi. Se poser ces questions a fait surgir de nouveaux objets d'histoire liés à l'entre-soi des femmes, leur sociabilité, les lieux féminins, les institutions spécifiques dédiées aux femmes, des objets d'histoire liés au corps des femmes, l'avortement, la maternité, la sexualité, ou bien à leurs engagements. Les premiers travaux sur les féminismes commencent dans les années 70. J'ajouterai également, et je m'arrêterai là pour cette première question, que travailler sur le XXe siècle n'était alors pas du tout fréquent, alors qu'aujourd'hui, les recherches sur le XXe sont plus nombreuses que celles sur le XIXe, mais je tenais à travailler sur le XXe siècle.
Et justement, alors les dessins de Lou commencent à prendre forme tout doucement. Du coup, on va continuer à discuter de ce que vous abordez avec beaucoup de recul, qui est le travail historique, le travail de l'historienne, le travail de recherche que vous engagez. Quels ont été les défis que vous avez dû surmonter en tant qu'historienne, tant sur l'objet de votre enquête, la méthode, les sources? Comment vous avez travaillé cette question à un moment, comme vous l'avez très bien restitué, où l'histoire des femmes apparaît, ou en tout cas commence à exister en tant que telle? Alors, à l'époque, dans les années 60, il y a déjà des historiens qui parlent de la maternité, notamment ce qu'on appelle la démographie historique, qui a le vent en poupe, pour ces promoteurs qui s'inscrivent dans une histoire quantitative, alors dominante et jugée scientifique parce qu'elle est quantitative. La maternité n'est qu'une question de chiffres. On parle taux de natalité, taux de fécondité, intervalle intergénésique. Bon, ça, c'est beaucoup de calculs sur les intervalles intergénésiques qui permettent de voir s'il y a contraception ou pas. En parler autrement que par les chiffres n'était pas véritablement considéré comme sérieux, mais je souhaitais donc faire autre chose. D'une part, je dirais politiser le sujet de la natalité. Quelles sont les politiques de natalité mises en place par l'État français de l'époque? Quels sont les mouvements militants pour ou contre la natalité, les pronatalistes, les néo-malthusiens? D'autre part, je souhaitais aussi faire de la maternité une question de femme, et donc évoquer le concret d'une grossesse et d'un accouchement, également rechercher leurs paroles sur cette expérience et envisager les femmes, si possible, dans leur grande diversité sociale. Alors, les sources utilisées sont de diverses natures, des sources administratives, des textes de loi. Je dirais rapidement que l'entre-deux-guerres voit le passage de l'assistance aux nécessiteux et aux nécessiteuses, dont les femmes pauvres, à l'assurance, dont l'assurance maternité. Les revues militantes et professionnelles, revues médicales, revues de sages-femmes, les archives médicales, thèses de médecine en lien avec la maternité, il y en a beaucoup, les registres de la maternité Bodlock, qui est alors la maternité modèle sur le site de l'actuel hôpital Cochin, à Paris. Mais semble sans doute ma grande originalité à l'époque est la recherche de ce que les historiens appellent aujourd'hui les archives de soi, ou les égotextes, ou les égodocuments. Les historiens en sont friands aujourd'hui, mais ils les méprisaient alors et les laissaient au littéraire. Ce n'était pas considéré comme une source sérieuse, notamment parce qu'elle n'était pas du tout quantitative et totalement qualitative. Je dis souvent, et je crois que c'est vrai, que l'histoire des femmes a été pionnière dans l'usage historien de ces archives de soi. Elle pratiquait aussi ce qu'on appelle l'histoire orale, ou l'utilisation de sources orales en histoire, donc le recueil de témoignages oraux, ce que j'ai aussi fait à l'époque, auprès de vieilles dames ayant accouché dans les décennies 1920 et 1930, ou ayant exercé alors comme sage-femme. Parmi les textes trouvés, qui sont abondamment cités dans l'ouvrage, j'en citerai deux, l'émouvant roman autobiographique d'Henriette Vallée, publié en 1936, un collègue canadien l'a depuis lors réédité. J'aurais dû avoir l'idée de le faire auparavant. Donc ça s'appelle Madame 60 bis, parce que son brancard est mis entre deux lits, le lit 60 et le lit 61, parce qu'elle est fille-mère, donc elle est assez maltraitée à la maternité. Et l'ouvrage de Raymond de Machard, Tu enfanteras, roman d'une maternité, publié en 1919 et repris en feuilleton dans le journal de la femme qu'elle fonde en 1932. Donc à la fois les questionnements inspirés par le contexte politique, social et historiographique et la consultation des sources m'ont conduit peu à peu à envisager ce sujet de la maternité sous trois angles. La maternité refusée, point très amputé dans la publication, les Français de l'entre-deux-guerres font peu d'enfants. Deuxième point, la maternité médicalisée. J'étudie le processus de médicalisation, on va y revenir, ses conséquences et ses limites. Et la troisième partie, la maternité vécue, où je présente le sort de celles que j'ai appelées les parias de la maternité, les étrangères, les tuberculeuses, les filles-mères, et où je cherche également à
exprimer le vécu des femmes de l'époque et à leur donner la parole en ayant retrouvé ces textes. La parole et les visages aussi qui se dessinent progressivement, et on va peut-être en venir au contenu même de l'ouvrage, pour vous donner un aperçu, envie aussi de se replonger dans cet ouvrage. La maternité refusée, médicalisée et vécue, alors on ne peut pas évidemment parler de tout aujourd'hui. On a choisi de peut-être s'orienter un petit peu plus vers la médicalisation pour évoquer cette question. Vous expliquez dans l'ouvrage avec une très grande finesse empirique, avec toutes les sources que vous évoquez qui sont originales aussi pour l'époque, comment la maternité se médicalise, que cette médicalisation elle est produite par la médecine et qui est souvent la médecine des hommes, et comment derrière ces normes médicales, on retrouve les signes explicites d'un patriarcat qui infantilise les femmes, fait le tri entre les bonnes et les mauvaises mères, les dépossède de leur grossesse, de leur accouchement. Quels sont les enjeux de cette médicalisation? En quoi cette médicalisation, elle constitue l'aboutissement d'un processus historique, et qu'est-ce qu'elle nous dit sur le corps des femmes et le traitement politique des corps des femmes de l'époque? Alors, avant de répondre précisément, effectivement, l'histoire est une discipline plus empirique que les sciences politiques ou la sociologie, qui construisent des modèles et opposent et comparent des modèles. Alors, avant de préciser le contenu, enfin les outils de la médicalisation, disons quelques mots de ces enjeux. Comme je vous le disais, les Français ont restreint leur naissance bien avant leurs voisins européens. Dès le dernier tiers du XIXe siècle, on constate que les Français font moins d'enfants. Et notamment, ils font moins d'enfants que leur ennemi héréditaire, qui est alors l'Allemagne. Et vous verrez, je me souviens de ces dessins pronatalistes de l'époque, qui montrent un tout petit bébé français rachitique à côté d'un énorme bébé blond joufflu allemand. Et la légende dit que la France va se faire attaquer par la grande Allemagne, riche de ses 60 millions d'habitants, alors que nous, on en a à peine 40 à l'époque. Donc ce que les contemporains appellent la dénatalité, considérée comme, autre terme de l'époque, comme un fléau social, cette dénatalité conduit à adopter, après l'hécatombe démographique de la Grande Guerre, 1,4 million de soldats morts, plusieurs centaines de milliers de civils, à adopter donc une politique familiale et nataliste, faite à la fois de répression, loi de 1920, loi de 1923, et d'incitation à la fois honorifique et financière, des allocations, des médailles de la famille française, des prix aux mères de familles nombreuses, la journée des mères, l'ancêtre de la fête des mères, ou la construction d'un monument aux mères à Paris, sur le modèle d'un monument qui avait été aussi bâti en Allemagne. Donc il fallait faire mieux qu'en Allemagne. Mais cependant, malgré les injonctions des ligues natalistes, qui entendent, et là aussi c'est un terme de l'époque, il faut faire naître, les natalistes disent qu'il faut faire naître. Et ils donnent de multiples conseils à un pouvoir public qui sont prêts à les suivre en grande partie à l'époque. Donc malgré ces injonctions et cette politique, c'est peu efficace en termes de démographie, notamment dans les années 30, où certaines années, il n'y a plus de décès que de naissances en France. Dans ce contexte malthusien, les élites politiques, dont font partie à l'époque les médecins, dont beaucoup sont également députés. Donc les élites politiques veulent actionner un autre levier. Puisque les Françaises font peu d'enfants, il faut au moins, ils reprennent un terme de Pasteur, sauver la graine, donc faire en sorte que l'enfant reste dans le ventre de sa mère, et sauver l'enfant conçu, donc sauver le nourrisson, donc lutter contre la mortalité infantile. Et le moyen pour sauver la graine et sauver l'enfant, c'est la médicalisation de la maternité, ou plus précisément, et ça commence à se dessiner, par ce que j'appelais une normalisation de l'ensemble de la fonction de reproduction, de la conception aux premières années de l'enfant. On peut parler, et bon, à l'époque je n'ai pas employé le terme, mais je l'emploie aujourd'hui, on peut parler de véritable fabrique des mères, et même de fabrique des bonnes mères. Depuis lors, j'ai écrit un petit livre avec Rebecca Rogers qui s'appelle La fabrique des filles. C'est à peu près la même chose, comment on forge ce que l'on souhaite obtenir.
Donc ce processus de médicalisation a été amorcé dès avant 1914 dans le contexte de déclin démographique dont je parlais tout à l'heure. Mais de façon très modeste avant 1914. Par exemple, on pense que la création de la première consultation de nourrissons en France, c'est 1892 à l'hôpital de la Charité à Paris, par le docteur Pierre Budin, et je continue parce que c'est intéressant, qui allait cofonder en 1901 la Ligue contre la mortalité infantile, donc aussi des associations militantes pour lutter contre la mort des enfants. Création également dans les années 1890, et toujours par des médecins, des premières gouttes de lait, une à Belleville, dans un quartier pauvre de Paris, et une à Fécamp, parce qu'il y avait un médecin militant dans cette petite ville de Normandie. Les gouttes de lait distribuent du lait propre et donnent des conseils aux mères. La médicalisation s'accélère après la Grande Guerre. Elle est un des volets de ce que les élites contemporaines appellent l'autre guerre. On a fait la guerre de 14, qui est la guerre militaire contre les Allemands, la guerre qu'il faut mener pour améliorer à la fois la quantité et la qualité, on parle comme ça à l'époque, la qualité de la population, la qualité sanitaire de la population. La lutte, l'autre guerre contre tous les fléaux sociaux de l'époque, dénoncés à l'époque, dénatalité, tuberculose, syphilis, manque d'hygiène notamment. Alors, quels sont les outils de la médicalisation? Au moins 3 très rapidement. D'une part, la mise en place d'une protection médico-sociale de la maternité par les lois sur les assurances sociales de 1928-1930. Et dans les assurances sociales, il y a une assurance maternité. Donc cette assurance s'adresse aux salariés et ES et aux femmes de salariés en dessous d'un niveau de salaire. Donc elle n'est pas généralisée à tout le monde, ça sera sa post-45, la généralisation par la sécurité sociale. Mais cette loi d'assurance sociale lie le versement d'allocations pré- et postnatales au respect d'un certain nombre de consultations médicales pour les femmes enceintes et pour les nourrissons. Bon, c'est un système qui a perduré, qui a été généralisé après 1945 et qui existe toujours, encore au moins partiellement. Deuxième outil de la médicalisation, la transformation des maternités hospitalières. Alors, au XIXe siècle, c'est véritablement le lieu des pauvres qui accouchent à la maternité, à l'hôpital au XIXe, les personnes sans ressources. Et ces maternités hospitalières d'avant 14 sont très souvent de véritables mouroirs parce que s'y développent des fièvres puerpérales et on ne sait pas lutter, on n'a pas d'antibiotiques, on ne sait pas lutter contre les fièvres puerpérales. Donc transformation de ces maternités en lieu des pauvres et mouroirs, en un établissement conçu pour la sécurité des mères et l'accompagnement social des femmes enceintes et des mères. Alors, ces établissements modèles, ces nouveaux établissements modèles, ne sont pas nombreux à l'époque. Ils sont présents surtout à Paris, mais ils donnent le ton. La maternité Baudeloc est évoquée dans la presse médicale de l'époque, dans les congrès nationaux de médecine et dans les congrès internationaux de médecine. Donc il y a des échanges sur comment faire une maternité modèle, comment donc sauver l'enfant conçu et l'enfant né. Dans l'ouvrage, donc, je présente le cas de la nouvelle maternité Baudeloc, dirigée par l'accoucheur Alexandre Couvler, qui sont des mandarins vraiment de grandes volées à l'époque. L'architecture de cette maternité est au service d'un fonctionnement rationalisé. Donc, des médecins commencent à penser la rationalisation de la médecine, toujours pour sauver la graine et l'enfant. Un circuit de consultation est mis en place, on sépare les espaces selon les fonctions, on sépare les espaces entre mères qui semblent malades et mères qui semblent bien portantes, on réduit le nombre de lits par dortoir pour éviter la contagion, on crée très loin des autres services une maternité pour tuberculose, la tuberculose fait des ravages à l'époque, maternité pour tuberculose à qui on enlève immédiatement leur enfant pour le sauver, dit-on, et on le confie dans des familles à la campagne. Donc là, on préfère sauver l'enfant que la mère. Il y a des débats sur est-ce que
une conception d'une mère tuberculeuse rend sa maladie plus grave. En partie oui, mais on choisit donc d'abord de sauver l'enfant. Conséquence de cette transformation des maternités, un élargissement de leur clientèle. À Paris, jusqu'à 2/3 des accouchements faits en maternité hospitalière à la fin des années 30, alors qu'il n'y en avait qu'un tiers au début des années 20. Donc de plus en plus de Parisiennes accouchent en maternité. Les autres accouchant à domicile, ce sont les familles aisées qui s'appuient sur l'aide d'un médecin ou accouchent dans de petites maisons d'accouchement tenues par des sages-femmes. Donc cette diminution des maisons d'accouchement tenues par des sages-femmes a comme conséquence que la médicalisation, c'est aussi une plus grande emprise des médecins sur la maternité au détriment des sages-femmes, profession en crise à l'époque, et profession où augmente le salariat. Enfin, troisième outil de la médicalisation, et ça va être le très beau dessin de Lou, le développement d'une puériculture extrêmement dirigiste qui, par des manuels, des tracts, des concours de beaux bébés, les consultations de nourrissons, dit la norme médicale pour être une bonne mère. Les femmes, notamment celles des milieux populaires, étant considérées comme ignares et dangereuses pour leur enfant. La première norme, et on arrive au dessin, c'est l'allaitement maternel. Comme le dit et l'écrit l'accoucheur, alors très célèbre accoucheur de l'époque, Adolphe Pinard. Il avait donné son nom à une maternité de Paris, dans l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui a été ouverte en 1934. Donc Adolphe Pinard, 1844-1934, c'est véritablement la figure du médecin philanthrope et du médecin influent en politique. Il est député également de 1919 à 1928. Et il est par ailleurs le beau-père d'Alexandre Couvler, l'accoucheur de Bodlock. Bon, on pourrait faire un travail aussi sur les dynasties médicales à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, comme le dit Pinard, le lait de la mère appartient à son enfant. Et une mère qui refuse d'allaiter, c'est une marâtre. De fait, c'est vrai que l'allaitement au sein préserve mieux la vie des enfants que l'usage à l'époque de biberons mal nettoyés. Il n'y a pas toujours l'eau courante dans les maisons, ou de lait frelaté. Il y a dans les journaux de l'époque, on voit beaucoup d'histoires de lait trafiqué, de la craie écrasée vendue comme du lait, etc. etc. Et c'est la gastro-entérite qui est la principale cause de mortalité infantile à l'époque. Mais derrière cette injonction d'allaitement maternel, il y a aussi des considérations idéologiques extrêmement claires. Pour ces élites, pour les médecins, la place des femmes est d'être une mère dévouée restant au foyer. Il y a à l'époque aussi la création de ligues pour le retour des mères au foyer, c'est-à-dire contre le travail des femmes à l'extérieur du foyer. Et deuxième aspect aussi, certains médecins disent très clairement, les médecins, je pense, sont très à droite à l'époque. Aujourd'hui, les positions politiques des médecins sont extrêmement variées. C'est plus du tout un corps homogène. À l'époque, ils sont vraiment très à droite. Certains médecins disent, notamment au moment du Front populaire, et c'est assez drôle, que si un enfant nourrit au biberon, il apprend la paresse, parce que c'est plus facile de boire au biberon qu'au sein. Et un dit même qu'ils vont devenir de futurs gréviculteurs, donc comme le grève du Front populaire. Donc pour l'allaitement, comme pour le reste de la vie de bébé, tout est réglé et mesuré. C'est pour ça que je parle de puériculture dirigiste. Et les mères qui dérogent à ces règles sont accusées de mettre leur enfant en danger. Et on arrive à ce magnifique dessin. Donc la maternité Bodlock, toujours le modèle Bodlock, innove en ouvrant en 1936, donc à l'intérieur de l'établissement, le premier centre de donneuses de lait en France. Donc vous avez une donneuse de lait qui est représentée par Lou. Donc on tire son lait à la machine. Bon, c'est une femme qui vient d'allaiter, qui vient d'accoucher, mais son enfant n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est le lait qu'elle va fournir et qui sera après vendu par la maternité. Donc, qui sont ces femmes du centre de donneuses de lait? Ce sont les filles-mères qui ont été enfermées à la maison maternelle de Saint-Maurice,
dans la banlieue parisienne, alors établissement quasi carcéral, et à qui on propose, moyennant une vie extrêmement réglée, on ne peut pas sortir du centre de donneuse de lait, on est enfermé toute la journée, on est nourri, on est logé, on est payé par la maternité, et on vous promet d'être embauché par l'assistance publique de Paris à l'issue des 6 à 10 mois de donneuse de lait. Donc c'est une porte de sortie pour les anciennes filles-mères, figures très méprisées de la société française de l'époque, mais en même temps, ce sont des mois où leur liberté est totalement absente. Donc voilà. Et sans enfants aujourd'hui, plus de France demain. Oui, ça c'est un grand mot d'ordre des natalistes de l'époque. Donc on peut dire qu'aux pauvres, à celles qui ont fauté, on donne de l'hygiène, on donne éventuellement une porte de sortie, mais aucune liberté, et on utilise en quelque sorte le travail reproductif de ces filles-mères pour permettre de sauver d'autres enfants. Ce qui attire l'attention dans le dessin de Lou, comme dans l'ouvrage, c'est qu'on est à la fois sur un imaginaire médical, mais aussi sur un imaginaire industriel. Il y a ce parallèle qu'on retrouve tout au long de l'ouvrage entre la rationalisation de la maternité et puis des fois des formes de taylorisme quasiment, et les outils, les instruments, on voit le nombre d'enfants à produire et finalement les techniques de rationalisation de production. Et dans l'ouvrage, c'est une dimension très frappante d'à la fois un système extraordinairement patriarcal, mais qui va aussi emprunter au monde, à l'imaginaire de l'industrie. Et du coup, en vous écoutant, en lisant l'ouvrage, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, puisque l'histoire est écrite au présent. De ce point de vue, de tout ce que vous décrivez sur cette rationalisation, la manière dont on va finalement rationaliser et priver une grande partie les femmes de leur propre maternité, est-ce qu'on a réellement changé d'époque ? Alors, je dirais oui et non. Bon, c'est pas une réponse très originale, mais ça me semble assez juste. Bon, il faut quand même souligner que le droit de disposer de son corps a été acquis, et c'est une grande révolution. Françoise Héritier, vous connaissez l'anthropologue Françoise Héritier, qui a écrit 2 livres masculins-féminins. Le premier, c'était, pour elle, il y a une valence différentielle des sexes dans toutes les sociétés, et jusqu'à nos jours. Et puis, en discutant avec les historiens, elle fait un masculin-féminin numéro 2 qui s'appelle « Dissoudre la hiérarchie », si je me souviens bien, où elle souligne la révolution anthropologique qui est l'accès à la maîtrise de la fécondité. Donc ça change quand même énormément de choses. Donc le droit de disposer de son corps est un acquis qui est contesté dans certains pays aujourd'hui, on le voit malheureusement, mais il y a toujours une pression culturelle à être mère, et j'avoue que le réarmement démographique du président Macron a sonné vraiment très étrangement à mes oreilles, m'a rappelé des textes des années 20 et 30. Deuxième nouveauté à nuancer, les médecins ne sont plus du tout un corps tout-puissant et homogène, très à droite, très conservateur. Mais l'impératif de sécurité impose toujours une fabrique normative de la maternité, comme le souligne le travail d'Aurore Koechlin, que cite Fanny Gallo dans sa postface. Bon, on n'a pas parlé encore de la postface. Cette fabrique normative est d'autant plus forte qu'a eu lieu ce qu'Yvonne Kilbiller, dans un ouvrage sur la maternité post-45, a joliment appelé le grand déménagement. Je trouve que l'expression est magnifique. Le grand déménagement, soit la quasi-disparition de l'accouchement à domicile au profit des maternités hospitalières, donc après 1945. Donc j'ai évoqué précédemment l'attirance vers les maternités parisiennes, mais c'était un modèle de grande ville, et même parisien. Dans les villes plus petites ou en zone rurale, dans l'entre-deux-guerres, on accouchait encore très massivement à domicile ou chez des sages-femmes. En 1952, à l'échelle nationale, il y a encore 47% d'accouchements à domicile. Alors, pour vous amuser, dans ma mise au monde, et de surcroît, ma mère est allée accoucher chez sa mère au village, et donc je suis née dans le lit de ma grand-mère. Donc en 1952, ce qui paraît complètement inimaginable aussi aujourd'hui. 10 ans plus tard, au début des années 60, il n'y a plus que 15% d'accouchements à domicile, et j'ai recherché les chiffres pour aujourd'hui, il y en a 1 millier environ, accouchements suivis par des sages-femmes,
mais parce que des femmes revendiquent une autonomie, vouloir accoucher comme elles le souhaitent. Cette revendication d'autonomie des mères est souvent mal vue, notamment par le corps médical, dénoncée au nom de l'insécurité des mères. Et dans des maternités de plus en plus grandes, là c'est le phénomène récent de concentration, toujours effectué au nom de la sécurité, mais aussi de la rentabilité, les projets de naissance des femmes enceintes sont rarement pris en compte. Ma fille a voulu faire un projet de naissance à un grand hôpital parisien, Robert Debré à Paris. On n'a pas du tout respecté son projet de naissance, c'est vraiment l'usine à bébé. Voilà. Du coup, on va s'orienter vers un troisième et un dernier temps, et malheureusement plus court, puisque le temps file et on veut vous laisser la parole. Pour fermer et ouvrir en même temps, et en repartant effectivement de la préface de Fanny Gallo qui nous a fait postface. Postface, tout à fait, merci Françoise, qui nous a fait le plaisir de participer à cette réédition. Et Fanny Gallo, dans sa postface, insiste sur la façon dont cet ouvrage, alors parmi d'autres, mais quand même cet ouvrage, et c'est la raison pour laquelle on a tenu aux Presses universitaires de Lyon à le rééditer, a été un des actes pionniers quand même de ce travail pour la reconnaissance et le développement de l'histoire des femmes, et puis plus largement sur les travaux en sciences humaines et sociales sur le genre et les questions de genre. Vous avez été, au-delà de quand nos grands-mères donnaient la vie, impliqué dans l'affirmation et la légitimation des travaux de recherche en sciences humaines et sociales sur les questions de genre, par exemple, et entre autres avec la fondation de la revue Clio. Est-ce que vous pouvez revenir un peu, en un mot, sur ce travail qui a été le vôtre tout au long de votre carrière pour la reconnaissance de ces travaux autour des questions de genre? Alors, pour le dire très rapidement, j'ai eu la chance d'être recrutée par Michel Perrault pour diriger le volume 20e siècle de l'histoire des femmes en Occident, donc paru en 1991-92. Alors pourquoi moi? Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de personnes sur... Bon, j'étais une étudiante de Michel Perrault, et puis il y avait quasiment très peu de gens, on était 2 ou 3 à avoir travaillé sur le 20e siècle. Donc, ça a été pour moi une expérience très, très stimulante, de me confronter, puisqu'il fallait en Occident, donc il fallait aussi rendre compte des travaux étrangers, donc de se confronter à l'histoire des femmes dans d'autres pays. Et ça m'a accoutumé aussi aux premières approches de genre déjà développées aux États-Unis à l'époque. Diriger ce volume m'a aussi permis de faire partie de la 2e promotion junior de l'Institut universitaire de France en 92, statut très enviable, qui donne des décharges de cours et des financements. Et ça m'a permis, donc j'ai souhaité consacrer ces années IUF à œuvrer à la légitimation intellectuelle et institutionnelle de ce nouveau champ de recherche qui a été méprisé pendant près de 2 décennies, considéré comme militant et non scientifique. Pour vous donner un exemple des avanies subies par la génération pionnière en histoire des femmes, j'habite Grenoble, j'ai postulé 4 fois à l'université de Grenoble, je n'ai pas été recrutée. La première fois, j'ai été présentée parce que j'avais déjà publié, j'avais déjà ce livre-là, et j'avais un autre livre sur les femmes au temps de la guerre de 14. Donc je me présente à un grand ponte grenoblois qui me coupe la parole au bout de 2 minutes et qui me dit « Vous êtes spécialiste de la guerre des Amazones. Au revoir, madame. » Donc voilà, donc j'étais une militante, je n'étais pas une historienne qui pouvait prétendre à être recrutée. Bon, j'en ai connu d'autres, mais je ne raconterai pas. Donc, comment j'ai fait pour tenter de légitimer cette histoire des femmes? J'ai effectivement, comme le disait Guillaume, lancé une revue. Il en existait déjà plusieurs en Europe et aux États-Unis à la fin des années 80 et au début des années 90. Et donc j'ai lancé une revue française en 1995, donc le premier numéro de la revue qui s'appelle Clio, Histoire, Femmes et Société, paru en 95, et la revue devenue en 2013 Clio, Femmes, Genre, Histoire. En 95, c'était impossible pour un éditeur d'accepter le mot genre dans un titre, même un sous-titre. Il disait c'est incompréhensible en France, on n'en veut pas. Donc la revue va fêter son 30e anniversaire, donc succession de défis, mais aussi succès, puisque la revue a tenu. Deuxième façon de tenter de légitimer un champ méprisé, j'ai consacré mon habilitation à diriger des recherches à ce qu'on peut appeler une défense et illustration de l'aventure intellectuelle de l'histoire des femmes, ses origines, ses débats, ses travaux.
Ce manuscrit est devenu un livre, Écrire l'histoire des femmes, paru en 1998 à ENS Éditions, avec une version complétée en 2007, Écrire l'histoire des femmes et du genre. Je suis, paraît-il, le best-seller de ENS Éditions pour cet ouvrage. On espère un nouveau best-seller pour les presses universitaires. Et puis la troisième façon de légitimer l'histoire des femmes, c'est de cofonder en 2000 une association professionnelle qui s'appelle Mnémosyne. Vous pouvez aller voir son site, il y a beaucoup de choses. Mnémosyne pour le développement de l'histoire des femmes et du genre. Cette association délivre un prix de master sur des travaux donc, en histoire de genre, organise des journées d'études et surtout, j'ai beaucoup insisté là-dessus, elle est attentive à la transmission de l'histoire des femmes dans l'enseignement secondaire. On a produit en 2010 un manuel, essentiellement à destination des enseignants, qui reprend l'ensemble des programmes du secondaire, sans oublier les femmes et les questions de genre. Alors ça s'appelle, l'éditeur n'a toujours pas voulu de genre, donc ça s'appelle La place des femmes dans l'histoire, la place des femmes dans l'histoire, oui. Non, La place des femmes, sous-titre Une histoire mixte. Donc l'histoire mixte, il voulait bien, mais l'histoire du genre, il ne voulait pas. Et aujourd'hui, Mnémosyne s'est beaucoup modernisé, produit aussi des podcasts sur l'histoire du genre. Et du coup, pour dire un mot final, peut-être, avant de vous laisser la parole, et de donner aussi nos impressions sur le travail de Lou, sur ces questions, vous avez dit à plusieurs reprises que écrire le mot genre dans un projet éditorial a été compliqué pendant des années, ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quel sentiment, quel regard vous portez sur l'état actuel des recherches sur ces questions de genre, sur les menaces qui pèsent aussi sur ces recherches? Est-ce que la situation vous inquiète, sans vouloir mettre trop la réponse dans la question, et comment vous voyez les évolutions aujourd'hui autour de ces travaux? Alors, il y a encore quelque temps, je disais, on a gagné. J'ai l'impression d'avoir gagné. Notamment, le CNRS a créé en 2012 un institut du genre. Il a largement subventionné pendant 10 ans la revue Clio pour qu'elle soit traduite intégralement en anglais. Donc c'était un énorme cadeau qu'il a accordé à 5 revues d'histoire seulement. Enfin, et d'autre part, donc on a gagné notre combat de légitimité, au moins partiellement. Par ailleurs, si dans les années 70-80, c'était surtout les travaux en femmes et genre, c'était l'histoire et la sociologie essentiellement, qui ont été les disciplines pionnières, mais elles ont été suivies par d'autres, la littérature, la psychologie, les sciences politiques, et même la géographie, qui a été longtemps rectifiée. Je suis ravie que la géographie soit mise, parce que là j'ai encore une anecdote, il faut vraiment que je vous la raconte. J'ai une étudiante qui a fait une magnifique thèse sur le genre de l'immigration et de la naturalisation dans l'entre-deux-guerres, en s'appuyant notamment sur les archives de Marseille. Et elle postule à une allocation doctorale, et le vice-président chargé de la recherche d'une petite université, qui est un géographe, mais qui fait de la géographie physique, un peu la géographie dure, lui dit « Mais pourquoi vous voulez faire l'histoire du genre? Moi, je ne fais pas la géographie des brosses à dents. » Vous voyez le niveau. Donc, c'était absolument... Elle a eu l'allocation parce qu'elle était la seule candidate, mais quand même, c'était quand même assez époustouflant comme réponse, mais bon. Donc la géographie a été très très longtemps rétive aussi, au nom de la scientificité toujours. Alors qu'aujourd'hui, il y a de magnifiques travaux sur le genre des espaces, espaces scolaires, espaces de la rue, etc., etc. Donc on a en grande partie gagné, mais il y a effectivement depuis une dizaine d'années une montée inquiétante des idéologies de droite et d'extrême droite, qui dénoncent une soi-disant théorie du genre, l'islamo-gauchisme ou encore le wokisme. Là, il y a vraiment des campagnes assez terribles arguant de ces mots épouvantails. Mais il me semble quand même que nous sommes nombreux pour répondre, et que l'opinion publique est beaucoup plus ouverte à ces questions que ne le pensent les détracteurs. Donc, aux nouvelles générations, je crois, de poursuivre la recherche et le combat. Bien sûr, il faut toujours être vigilant. C'est une leçon de l'histoire, ça. Ouais. Alors, du coup, on peut se tourner vers le travail de Lou aussi, qui nous livre la suite de son interprétation dessinée, de nos échanges. Et en parallèle, bien évidemment, je pense qu'il est l'heure d'ouvrir
un temps de questions, hein, puisque on vous a promis 1 heure, on ne fera pas plus d'1 heure hein, pour bien tenir les délais. Et donc n'hésitez pas à adresser vos questions à Françoise, à propos, à réagir aussi au dessin, hein, pourquoi pas. Voilà, la parole est à vous. Moi je lis le carcan de la norme. Le carcan de la norme, tout ouais. à fait. Ouais. Je vous en prie. Ah, attends, excusez-moi, il faut... Sinon, je peux parler. C'est pour l'enregistrement. C'est pour l'enregistrement. Ok, ça marche. Super. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. C'était super intéressant. J'ai une question sur ce que deviennent les enfants des filles mères. Parce qu'on a parlé du coup de leur avenir avec la transition du coup comme donneuse de lait, mais j'ai pas saisi où allaient les enfants en fait, à qui elles donnaient naissance en fait. Alors, celles qui sont devenues donneuses de lait à Bodeloc, elles emmènent leurs enfants avec elles. Mais le lait est d'abord, il faut 500 grammes de lait par jour, et au-delà, elles peuvent nourrir leurs enfants avec leur lait maternel. Et sinon, alors qu'on critique l'allaitement non maternel, si son propre enfant n'a pas assez de lait, il reçoit des compléments de lait artificiel ou des choses comme ça. Donc là, oui, la contradiction, c'est vraiment l'utilisation du travail reproductif de ces femmes pauvres. Et sinon, les autres femmes filles mères, en général, soit certaines abandonnaient leurs enfants, certaines essayaient de survivre en s'engageant comme domestiques agricoles, etc. Peut-être dire un mot de ce que Lou nous propose et nous montre sur cette... expliquer peut-être ce qu'est ce schéma qu'on retrouve dans l'ouvrage. Alors, on a... Donc, Françoise... Oui, donc c'est un plan de la polyclinique Valencourt, hein, pour vous montrer que l'architecture est au service donc d'un projet médical. Hein, alors avec... en même temps, il y a... ce sont des femmes pas très riches qui viennent là. Hein, les femmes aisées se contentent d'être suivies par leur médecin de famille. Il y a un certain confort, un minimum de confort qui est offert quand même à ces femmes. Alors, bon, vous avez, on voit bien le plan, salle d'attente des nourrissons, salle de déshabillage, pesée, examen, etc. etc. Donc, et ça finit, en général, on peut passer, à la fin des consultations médicales, on peut passer par le service social pour savoir quelles allocations on peut recevoir. On peut prendre une autre question, bien évidemment, pour continuer les échanges. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette présentation et puis pour les illustrations, Lou. Moi, je me demandais un petit peu, en lisant le titre, en fait, il me semblait que ça allait davantage parler de ce que les femmes avaient développé justement en contrepoint du modèle dominant, cadrant, médicalisant, etc. Mais sans doute que c'est plus difficile aussi de travailler sur ces choses-là parce qu'elles sont plus invisibles et peut-être que les sources sont aussi plus difficiles d'accès. Et je me demandais du coup, il y a sûrement quand même des travaux qui existent sur ça et sans doute que vous avez vu aussi des choses là-dessus, mais qu'est-ce que les femmes ont développé comme prise en charge alternative à elles, en fait, de prise en charge par elle-même de la maternité et de son accompagnement en dehors de la médicalisation par les hommes. Oui. Voilà. Et peut-être pour entre elles, en dehors des circuits. Et peut-être pour aller un tout petit peu, pour creuser un peu une dimension qui est quand même très présente dans le bouquin, qui est la maternité refusée, qui est aussi une première manière de finalement sortir de ce carcan-là. Mais au-delà de la maternité refusée, effectivement... quelles alternatives produites par les femmes et pour les femmes. Et notamment, je pense aussi au fait que aujourd'hui, il y a aussi un grand retour, il me semble, alors je ne sais pas en termes de chiffres, mais il y a quand même un retour du fait de vouloir ne pas accoucher à l'hôpital, etc. Oui. Donc, voilà. Oui, alors merci pour la question. Alors aujourd'hui, c'est encore quand même extrêmement restreint puisque j'ai regardé, il y a un site d'une association de sages-femmes qui suivent ces médecins à domicile. Donc c'est à peu près 1 millier, c'est pas beaucoup, hein, 1 millier d'accouchements sur les 700 000 environ naissances par an. Donc ça fait pas beaucoup. À l'époque, effectivement, il y a une question de source pour rentrer dans les foyers. Bon, les vieilles dames que j'avais interrogées m'ont parlé un tout petit peu de leurs accouchements. Hein. Bon,
il y avait celles qui accouchaient à domicile, mais c'était les plus aisées. Elle me disait, j'avais interviewé, je me souviens. Alors comment je les avais trouvées, ces dames? J'avais écrit aux maisons de retraite de la région parisienne pour qu'elles sollicitent des personnes âgées. Donc j'en avais à peu près une quinzaine qui avaient accepté de... pour celles qui accouchaient à domicile, pas question d'aller à la maternité, c'était le lieu des pauvres. Il y a pas de à l'époque, les classes sociales sont beaucoup plus clivées qu'aujourd'hui, donc elles n'y allaient pas. L'accouchement faisait peur à l'époque. Il était encore une mortalité maternelle infantile. Donc l'idée d'un projet de naissance pour que la naissance soit une fête, c'est pas tellement encore extrêmement développé. Alors, on en trouve des aspects dans le magnifique témoignage de Raymond de Machard, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a vécu sa maternité à la fois comme... On n'a pas eu le temps de parler de la douleur, mais la douleur, c'est considéré comme quelque chose de normal pour les médecins à l'époque. Il s'appuie même sur les cris des femmes, sur la différence sur les cris successifs, pour évoquer l'évolution de l'accouchement. Donc, il n'y a pas du tout de volonté de lutter contre la douleur. Donc, il y a la douleur des mères. Donc les femmes ont peur. Elles entendent parler d'accouchements extrêmement douloureux. Elles entendent parler aussi de la mort des mères. La mortalité maternelle est encore importante. Donc, votre question, à la fois, il y a un problème de source, pour savoir si certaines ont essayé de développer des formes parallèles d'accouchement. Et il y a aussi peut-être un problème presque anachronique aussi, comme question, dans un contexte où la mort des mères et des enfants est encore extrêmement importante. On peut continuer les questions, on a encore 5 minutes. Bonjour, je vous remercie déjà pour ce temps. Vous avez commencé par parler de cette situation entre les deux guerres de dénatalité, en tout cas d'abaissement du taux de natalité en France en particulier. Alors, est-ce que vous avez des données sur les raisons? Parce qu'on imagine qu'effectivement, la boucherie qui a constitué la Première Guerre mondiale, déjà a constitué un terrain favorable pour avoir moins d'enfants, puisqu'il y avait forcément beaucoup d'hommes qui étaient morts. Mais comment les femmes, quels moyens elles avaient à leur disposition, en réalité, illégaux? Parce qu'on sait, puisque, comme vous l'avez dit, le droit à l'avortement est arrivé en 1975. La pilule a dû être commercialisée en France en 68 ou 69. 67, voilà. Donc, est-ce qu'on a déjà des données? Est-ce que vous avez vous-même travaillé là-dessus sur les stratégies d'évitement et les stratégies d'interruption de grossesse? Parce que j'imagine qu'elles n'étaient pas forcément toutes désirées. Parce qu'on abordait ce sujet. Merci. Alors, les lois répressives de 1920 et 23 dont je parlais tout à l'heure, celle de 1920, de juillet 1920, interdit toute information sur la contraception et l'avortement. Donc les médecins n'ont plus le droit de parler aux femmes, alors qu'avant 14, il y avait quand même une diffusion, notamment par le milieu anarchiste auprès des classes populaires. Le milieu anarchiste qui était très souvent ce qu'on appelait les néo-malthusiens, apprenait aux femmes à éviter. Alors il y avait les moyens contraceptifs avec des éponges, des pessères, qui sont les ancêtres des diaphragmes, le retrait restant la principale méthode. Et puis la loi de 1923, qui est une loi très très curieuse, de mars 1923, et ça va traverser le XXe siècle jusqu'aux lois Neuwirth et loi Veil, ces lois répressives. Cette loi de mars 1923 correctionnalise l'avortement, c'est-à-dire moins punir pour mieux punir. L'avortement est un crime au XIXe siècle, mais c'est un crime impuni, parce que les jurés d'assises considèrent que les femmes de milieux pas aisés qui ont avorté ont raison de le faire, puisqu'elles n'ont pas les moyens donc crime impuni. D'où l'idée des élites natalistes, là, il faut correctionnaliser l'avortement pour que ça passe devant des tribunaux correctionnels, donc des juges de métier qui appliqueront la loi. Donc l'avortement est plus pourchassé, et l'avorteuse et l'avorté, l'avorteuse, l'avorteur et l'avorté et eux sont plus pourchassés dans les années 20 et 30, et même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la loi Veil, parce que il faut contraindre les gens à faire des enfants. Et donc, mais l'avortement clandestin, difficile d'avoir des sources, existait bien évidemment.
avec ses conséquences. Dans l'entre-deux-guerres, je n'ai pas trouvé de source qui parlait énormément de l'avortement clandestin. Mais c'est sûr qu'il y en avait forcément. Annie Ernaux n'avait pas publié déjà entre les deux guerres. Non. Son avortement, c'est les début des années 60. Oui. Magnifique son livre, mais qu'elle a publié tardivement, en 2000 seulement. Hein. Et le film est très, très bon aussi. Il nous reste quelques instants. Je me tourne vers... il nous reste 2 minutes. Donc on peut s'en tenir là. Voilà, si ça va à tout le monde, on peut prendre une dernière question pour ne créer aucune frustration. Donc n'hésitez pas. Mais si vous en êtes d'accord, on peut aussi s'en tenir là. J'en profite, avant de vous quitter, de remercier Françoise et Lou pour voir l'avancée de cet encadrement dessiné de la maternité. Merci beaucoup, Lou, pour cette interprétation et tout ce travail. Merci à toutes les deux pour cet échange. Ouais, c'est le plan qui se dessine. Ouais. Et voilà, du coup, on vous souhaite une excellente continuation et on espère que vous pourrez vous plonger dans l'ouvrage de Françoise, dans sa réédition, avec la préface de Fanny Gallo. Merci à tout le monde. Merci. De la postface, j'y arrivais.